Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DaFresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DaFresh. Comment tu vas ce matin? Ça va. D'accord, finalement, tu as regardé les matchs de la CAN? Oui, j'ai regardé le match Cameroun-Gambie, c'était celui-là. Je savais que tu allais regarder le match là? Oui, mais en fait, c'était celui où il y avait véritablement un enjeu, quoi. Pour le Cameroun, qui a quand même 5 cannes. Et pour la Côte d'Ivoire aussi? La Côte d'Ivoire reposait oui, son pour passage. voilà. Et puis, l'avenir, le destin de la Côte d'Ivoire reposait sur l'issue de ce match-là. Malheureusement pour les éléphants de Côte d'Ivoire, les Camerounais l'ont emporté. Et ils l'ont emporté vraiment de fort belle manière, puisque vraiment, ça a été un match à rebondissement total. Moi, j'étais... bon, tu sais, des matchs comme ça, il ne faut pas suivre ça à la maison. Il faut aller là où il y a la foule. Et je suis allé de préférence dans un quartier très fréquenté par la communauté camerounaise. Et j'étais donc très regardant sur les réactions des Camerounais. Vraiment, ils sont passés par toutes les étapes, quoi. La tristesse. La joie d'abord d'ouvrir le score, puis la tristesse de se faire rattraper, puis dépasser, puis égaliser, puis passer en tête, puis à un moment on avait cru que les Gambiens avaient égalisé, puis vraiment sans oublier toutes les occasions. Ils ont souffert. Voilà, sans oublier toutes les occasions manquées des deux côtés. Mais vraiment c'était un match c'était un très bon match. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vu le temps passer. Voilà, on n'a pas vu le temps passer. Et ça vraiment, les Gambiens sur ce coup-là, je pense que malgré la défaite, malgré l'élimination, ils peuvent quand même partir la tête haute. Dans la mesure où ils ont montré que ils se sont battus, ils ont fait avec leurs moyens, ils se sont battus avec leurs armes, avec leur courage, même si ça n'a pas été suffisant, mais ils ont quand même montré de la détermination. Ça, c'est ce que l'on attend d'une équipe sur le terrain, quoi. Et puis, bravo aux Camerounais, on pensait qu'ils étaient enterrés. Bon, ils ont montré qu'il reste les Lions. Maintenant, est-ce qu'ils sont indomptables ou pas? Pour le moment, on n'en sait rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'il reste les lions. À un moment, on pensait que c'était des chats ou des lionceaux, mais là, ils ont montré que véritablement, ils prouvent qu'ils sont des lions. Un lion est un lion et un lion n'est pas forcément mort, même s'il est, à un moment, il est à terre. Ça, c'est vraiment la chose que l'on pourrait tirer de ce match. L'actualité internationale, qu'est-ce qui marque l'actualité internationale? On repart aux États-Unis pour évidemment la deuxième étape des primaires républicaines, même si... tu as vu la question que je t'ai posée hier au DaFresh Morning? Oui. Voilà, c'est la raison pour laquelle, et comme je t'ai répondu, l'influence a changé parce que les enjeux géopolitiques aussi ont un peu changé. Donc, pour revenir un peu à la primaire républicaine, et ça aussi, justement, ça va avoir un poids. L'influence américaine en Afrique ou l'influence de l'Afrique aux États-Unis va changer si on change d'administration. Je pense que si c'est Donald Trump qui arrive, ce sera comme lui, le continent africain, ça ne l'intéresse absolument pas. Pour lui, l'Afrique n'existe pas. Non. Quand il fait sa carte géopolitique, il y a l'Asie d'abord qui est la priorité. Il y a l'Europe qui est, parce que ce sont des alliés, mais vraiment, c'est des alliés qui pour lui pèsent. Sont lourds, sont durs à traîner. Donc vraiment, c'est des alliés parce que c'est des blancs, en fait, comme lui. Et donc, bon, il est obligé de se les coltiner. Et puis, vous avez le Moyen-Orient qui est quand même, parce qu'il y a des alliés très importants américains dans la zone. D'abord Israël, voilà, et puis les alliés qui sont autour, donc l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, etc., l'Égypte, voilà. Donc, ça, ce sont ces trois zones prioritaires. Maintenant, si vous prenez l'océan Indien, vous prenez l'Atlantique Sud, c'est-à-dire on va vers l'Amérique latine. Bon, l'Amérique latine encore un peu. Oui, mais l'Amérique latine, ils embêtent sérieusement les États-Unis à cause des flux migratoires. Oui, bon, il y a la question des flux migratoires, mais parce que aussi les États-Unis aussi avaient changé de stratégie en ce qui concerne l'Amérique latine. Pendant de nombreuses années, jusqu'en 1990, on considérait que l'Amérique latine, c'était l'arrière-cuisine des États-Unis. Donc, bref, un peu comme les pays francophones constituaient un peu la chasse gardée de la France, les pays africains francophones constituaient la chasse gardée de la France. L'Amérique latine, c'était la même chose. Même si historiquement, l'Amérique n'a jamais eu, dans son passé, une position
colonisatrice. Voilà pourquoi on parlait de néocolonisateur. C'est-à-dire que les États-Unis, après la Seconde Guerre mondiale, vont influencer fortement les pays latino-américains en imposant parfois des présidents à la tête de ces pays. On l'avait eu avec Noriega au Panama, on l'avait eu avec Pinochet au Chili, on a vu au Nicaragua, au Guatemala, en Amérique centrale et même en Amérique latine. On l'a vu pendant les années 70 et 80, les Américains se coltinaient avec le Brésil à l'époque où c'était la dictature militaire qui était à la tête du pays. Donc, bref, il va y avoir cette très forte influence américaine. Et puis, à partir des années 90, avec la chute de... Mais cette influence était surtout due à la guerre froide. Ils ne voulaient pas qu'il y ait des communistes en Amérique latine. Et il y a l'URSS aussi, hein, le communisme aussi était quand même assez bien installé. Des gens comme Pinochet étaient ouvertement des socialistes communistes. Et donc, c'est la raison pour laquelle il avait été renversé par Pinochet. Et donc on le voit. Donc c'était la chasse gardée. Et puis après les années 90, avec l'effondrement du mur de Berlin, les Américains vont changer de stratégie. Ils vont se dire, bon, nous on a gagné. Et puis donc, bref, on les laisse se démerder eux-mêmes. Et donc, en les laissant ainsi, les choses vont parfois aller de manière dramatique. Si vous prenez les pays d'Amérique centrale, le Nicaragua, le Guatemala, le Panama, le Honduras, ce sont des pays où la violence est extrême, la violence politique aussi. Et tous ces pays-là, maintenant, servent de corridor, en quelque sorte, pour accéder par le Mexique. Le Mexique, on remonte la frontière et puis on arrive du côté des États-Unis, au sud des États-Unis. Et donc là-bas, évidemment, comme on voit que la frontière avec le Canada, elle est très surveillée, la frontière que vous passez par l'Asie, donc si vous voulez partir de pays comme la Corée du Sud, etc., le Japon, traverser, d'abord c'est long, c'est périlleux et c'est très surveillé. Il y a énormément de bases américaines dans la zone. Donc il ne vous reste qu'un seul couloir, c'est de passer par l'Amérique latine. Mais l'Amérique latine aussi, c'est un voyage qui est périlleux. Hein. La plupart maintenant, avant ils passaient par le Panama. Le Panama, ils remontaient. Maintenant, vu que les Américains ont renforcé leur présence au Panama, donc ils vont plus bas. Après, c'était le Nicaragua, après le Honduras. Maintenant, ils descendent jusqu'en Colombie, le Venezuela. Maintenant, ils vont même encore plus bas jusqu'au Brésil. Parce qu'à partir de là-bas, on prend des visas touristes. Et une fois qu'on arrive sur le territoire, tout simplement, on remonte. Et c'est cette situation-là qui pèse maintenant sur la politique intérieure américaine. C'est la raison pour laquelle, par exemple, les 60 milliards de dollars que Joe Biden avait demandé au Congrès de lui donner pour envoyer ça à l'Ukraine, il ne les a pas obtenus. En échange, en contrepartie, le Congrès a plutôt demandé à ce que ces 60 milliards de dollars soient affectés à la construction du mur que Donald Trump avait entamé. Et qui avait le Congrès avait boudé le mur là, non? Non, le Congrès, comme Donald Trump n'ayant pas la majorité absolue au Sénat, il avait quand même pu obtenir le financement d'une partie du mur. Maintenant, restait que dans les États, par exemple, qui étaient des États républicains, les États, démocrates, comme la Californie et tout ça, eux, pour des raisons purement idéologiques, avaient refusé. Maintenant, la question migratoire est telle que même dans ces pays-là, même dans ces États-là, ils sont obligés de revoir leur copie. Donc, même en Californie, la Californie qui fait face maintenant à d'autres problèmes, notamment liés au chômage, notamment liés à la crise du logement et tout ça. Donc, ajouter à cela la crise migratoire, ça pèse énormément sur les caisses de l'État. L'État de New York aussi, qui est aussi un État démocrate qui était particulièrement tendre, disons, avec l'immigration, a des problèmes aujourd'hui. Ils ne veulent plus d'immigration parce que, par exemple, qu'est-ce que le gouverneur texan avait fait? Il avait envoyé des camions entiers de migrants qui avaient traversé la frontière du Texas parce que c'est la principale zone d'entrée aux États-Unis et il les avait envoyés à New York. Donc New York s'est retrouvé du jour au lendemain avec près de 160 000 immigrés. Et ces 160 000 immigrés-là coûtent en moyenne $1 million par jour à la mairie de New York. Donc la mairie de New York aujourd'hui, elle est totalement incapable de pouvoir continuer à prendre en charge ces immigrés-là. Et donc là aussi, ça pèse. Et ça a été un coup politique très intelligent de la part des républicains
pour montrer, si tu veux, à l'opinion publique new-yorkaise que, bon, comme vous pensez que nous, c'est uniquement pour des raisons idéologiques que nous refusons d'accueillir plus de migrants que ça, et bien donc nous allons vous transférer une partie de ce que ça représente en termes de fardeau, et là vous allez comprendre. Et ce message est bien passé. Si bien que maintenant que au sein même de l'électorat démocrate, on commence à voir que la question de l'immigration commence à susciter de l'intérêt, même si évidemment ils ne sont pas dans des positions assez extrêmes que les électeurs républicains, mais au moins ils commencent à se dire qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Et donc toutes ces questions-là sont liées aussi, lorsque l'on va maintenant regarder 30 ans en arrière, donc à partir des années 90, eh ben, c'est la résultante du fait que les Américains aient décidé de tourner le dos à l'Amérique latine pour se consacrer à l'Asie, et pire encore, avec la situation de la guerre commerciale, la guerre économique et commerciale, la guerre géopolitique sur la question de Taïwan, sur la question de l'influence ou du contrôle de ce qu'on appelle la mer de Chine méridionale, donc la zone qui part depuis le port de Shenzhen en Chine, on descend, on passe par le détroit de Taïwan, on remonte, on va jusqu'aux Philippines, même plus haut encore l'Indonésie, voire le Japon là-bas. Donc cette zone-là qui est quand même stratégique pour les Américains, parce que près de 40% du commerce mondial passe par ces eaux-là. Et donc c'est cette guerre-là en plus avec la Chine qui fait que aujourd'hui, eh ben, les Américains sont moins concentrés sur les questions de l'Amérique latine, sur l'Amérique latine, et ils sont beaucoup plus concentrés sur l'Asie. Ajouter à cela avec la crise actuellement au Moyen-Orient, ça fait que vraiment le Moyen-Orient et l'Asie concentrent près de 80% de l'attention américaine. Et toutes ces questions-là vont être intéressantes lors des débats télévisés qui vont avoir lieu une fois que les candidats démocrates et républicains seront investis par leur parti. Pour les républicains, pour moi, ça n'a jamais fait l'ombre d'aucun doute depuis le début. J'ai toujours dit que c'est Donald Trump qui devrait l'emporter. Et évidemment, il a remporté son deuxième caucus, deuxième primaire du caucus de New Hampshire. La prochaine étape, c'est le Nevada, c'est le 6 et 8 février prochain. Il faut savoir que depuis l'histoire des États-Unis, jamais un candidat républicain qui a remporté de suite les deux premières primaires, donc les deux premiers caucus de l'Iowa et du New Hampshire, a perdu l'investiture. Jamais. Et c'est ce qui fait dire à Donald Trump qu'il considère qu'il a déjà remporté. Et donc, il a qui en face? Nikki Haley. Il n'y reste que Nikki Haley. Nikki Haley veut un peu déjouer les pronostics, puisqu'elle se dit qu'elle a quand même remporté d'assez bons résultats. Elle a fait 44%. Donald Trump a fait 10 points de plus, mais ça, évidemment, c'était prévisible. Mais elle reste dans une position, elle pense que si elle fait 44% dans le New Hampshire, qui représente 0,01% de l'électorat américain, ça veut donc dire qu'elle est partie de 19 à 44% entre les deux caucus, et donc ça veut dire que ça peut monter encore. Et donc elle espère que petit à petit, elle pourrait susciter de l'adhésion chez tous ceux parmi les républicains qui refusent d'accepter un retour de Donald Trump. Et là, ces électeurs-là sont de deux types. Il y a ceux qui véritablement détestent Donald Trump parce qu'ils estiment qu'il est incontrôlable, il est imprévisible, il fait n'importe quoi. Et puis, il y a d'autres qui veulent un renouvellement de génération. Et donc, elle espère capitaliser sur ça. Malheureusement, ce type d'électeurs-là représente quoi sur l'ensemble de l'électorat républicain? Ça, pour l'instant, on n'en sait rien. Par contre, ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle veut dire à ces électeurs-là, en fait, en général, elle considère que peut-être une grande partie de ces électeurs-là voudraient s'abstenir de participer aux primaires. Et donc, si elle se présente, elle pourrait les amener à venir voter et donc venir renforcer ses rangs et potentiellement renverser la vapeur et battre Donald Trump. Ça, c'est le pari qu'elle fait. Et elle se dit qu'il n'y a que la guerre n'est pas perdue. Elle a perdu, certes, 2 batailles, mais elle a encore des opportunités devant elle à travers les prochains caucus. Maintenant, il reste à elle maintenant d'avoir le discours qu'il faut. Pour ça, elle veut s'appuyer sur 2 éléments. Le premier, c'est d'abord son âge.
parce que Nikki Haley, elle a à peu près 52 ans. Elle a 52 ans, donc elle a la jeunesse, elle a la fougue et tout ce que cela représente. La deuxième chose, d'abord la jeunesse, et puis c'est une femme. Donc elle veut aussi attirer les électrices, même si majoritairement les électrices républicaines, pour le moment, votent en faveur de Donald Trump, en dépit de tout ce qu'on a pu dire, de sa misogynie, de son manque de tact, de son mépris qu'il a pour les femmes. Mais majoritairement, les électrices républicaines, pour le moment, veulent voter pour Donald Trump. Et puis, le deuxième facteur sur lequel elle veut s'appuyer, c'est le fait qu'elle veut être un espèce de renouvellement. Elle veut, si tu veux, incarner un nouveau parti républicain. Elle veut pour cela donner une autre image, une autre direction. Et pour cela, elle compte mobiliser ces électeurs-là qui n'avaient pas l'intention, qui n'avaient plus l'intention de voter, soit pour le parti républicain parce que Donald Trump était là, et donc décider de s'abstenir, donc de les bousculer, de les emmener vers elle. Et aussi, par la suite, vous avez des États qui sont des États, ce qu'on appelle des swing states, c'est-à-dire des États où on a des indécis qui peuvent changer, qui changent allègrement de couleur, de parti ou de candidat lorsqu'il s'agit de primaires. Et donc, elle espère aussi que dans ces États-là, même si dans les sondages on dit que Donald Trump viendra en tête, eh ben, elle pourrait évidemment jouer sur ces deux éléments-là pour que dans ces États-là, ces États indécis, eh ben, elle puisse au moins remporter une première victoire et espérer capitaliser sur cette première victoire pour essayer de créer un effet boule de neige qui pourrait lui permettre d'obtenir la victoire. Mais pourquoi la presse ne parle que des primaires chez les républicains? Chez les démocrates, c'est scellé? C'est Joe Biden qui sera candidat? Oui, chez les démocrates, il y a aussi des primaires, d'accord, mais ce sont des primaires non officielles, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que si tu veux, dans la pratique américaine, lorsque le président en exercice décide de se représenter, eh ben, on se dit qu'il n'y a pas de raison de faire des primaires. Mais pour le cas de Joe Biden, c'est quand même assez différent. On n'en parle pas suffisamment, mais au sein du Parti démocrate, il y a quand même une marge considérable de candidats et démocrates ou d'hommes politiques même du Parti démocrate qui sont vent debout contre Joe Biden pour à peu près les mêmes raisons que Donald Trump. D'abord l'âge, parce qu'il considère qu'il est trop vieux et qu'à cet âge-là, il aurait dû abandonner. La deuxième chose, c'est qu'il lui reproche un certain nombre de choses, notamment en ce qui concerne les affaires de son fils, Hunter Biden. Donc pour une partie de l'électorat, dans quelle proportion? On ne fait pas trop d'enquêtes de sondage là-dessus, mais néanmoins, lorsqu'on essaie de lire, moi j'essaie de lire un peu ce qui se fait un peu à gauche, à droite, surtout sur des sites comme le The New Yorker, qui est par exemple considéré comme étant un journal de démocrate. On voit qu'il y a quand même, à l'intérieur du Parti démocrate, il y a cette gronde-là. Il y a cette grogne-là. Donc, les affaires de Hunter Biden, et donc qui pèsent un peu sur la crédibilité de Joe Biden. Par contre, d'autres aussi expliquent que si on ne met pas en avant d'autres candidats que Joe Biden du côté démocrate, c'est uniquement pour les phagocyter. Parce que si un candidat n'existe pas médiatiquement, eh ben, les gens ne savent pas ce qu'il a proposé et donc, in fine, ils ne voteront pas pour lui. Donc, c'est une stratégie délibérée, soit de grosses fortunes, soit de groupes d'intérêt que défend Joe Biden, de tout mettre en œuvre pour empêcher la médiatisation de ces autres candidats-là. Et de ce point de vue-là, ils n'ont pas tout à fait tort. Lorsque vous regardez la plupart des titres, des gros titres aujourd'hui américains, ils appartiennent à des promoteurs privés, ils appartiennent à des hommes d'affaires. Et tous ces hommes d'affaires-là ont d'une manière ou d'une autre un lien avec des candidats. Et donc, quand aujourd'hui, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui même, des magazines comme le Times sont de plus en plus décriés, et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça a commencé avec la pandémie de la Covid-19, et bien aujourd'hui, il y a aussi cette fronde-là de plus en plus forte au sein de l'électorat démocrate pour dire que les médias jouent un jeu de telle sorte que l'on ne puisse pas médiatiser, par exemple, le fils de Ted Kennedy, qui est aussi le fils Kennedy qui est candidat à la primaire démocrate. Mais donc, comme ce n'est pas une primaire qui est officielle, donc elle n'est pas suffisamment médiatisée et même ce candidat a du mal à être médiatisé. Et donc, in fine, c'est essayer de les phagocyter médiatiquement pour que le jour de l'élection, ils ne puissent pas exister. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, depuis que ce pays-là existe, on n'a jamais élu un candidat indépendant.
Il y a eu des candidats indépendants qui se sont positionnés, qui ont participé à l'élection, mais jamais on a élu aux États-Unis un candidat indépendant. Et c'est incontestablement ce vers quoi on va encore tendre lors des prochaines élections. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning. C'était l'actualité internationale. Restez connectés dans l'UDA Fresh Morning. On se retrouve juste derrière. Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.